Chapitre 5. Tel est le monde dont mes rêves m'apportaient chaque nuit des échos vagues et dispersés. Je ne peux espérer donner une idée exacte de ce qu'il contenait d'horreur et d'effroi, car ces deux sentiments venaient en grande partie d'un élément insaisissable, la nette impression de pseudo-souvenirs. Mes études, je l'ai déjà dit, me fournirent peu à peu un moyen de défense contre ces sentiments sous la forme d'explications psychologiques rationnelles, et cette influence salvatrice fut secondée par l'insensible accoutumance qui vient avec le temps. Pourtant, en dépit de tout, la confuse et insidieuse terreur revenait momentanément de temps à autre. Mais elle ne m'absorbait pas comme auparavant, et à partir de 1922, je menais une existence très normale, de travail et de détente. Les années passant, l'idée me vint que mon expérience, ainsi que les cas analogues et le folklore s'y rattachant, devraient être résumés et publiés à l'intention des chercheurs sérieux. Je préparais donc une série d'articles traitant en peu de mots de l'ensemble du sujet, illustrés de croquis rudimentaires de quelques formes, scènes, motifs décoratifs et hiéroglyphes des rêves dont je gardais la mémoire. Ces articles parurent à divers moments des années 1928 et 1929 dans la revue de la Société américaine de psychologie, mais sans susciter beaucoup d'intérêt. Je continuais entre-temps à noter les rêves dans les moindres détails, bien que la masse grandissante des documents prît des proportions encombrantes. Le 10 juillet 1934, la Société de psychologie me transmit la lettre qui fut à l'origine de la phase culminante et la plus effroyable de toute cette épreuve insensée. Elle avait été postée à Pilbara, Australie occidentale, et portait une signature qui, renseignement pris, était celle d'un ingénieur des mines de grande réputation. Il y était joint une de très curieuse photographie. Je reproduis cette lettre dans son intégralité et aucun lecteur ne peut manquer de comprendre quel effet prodigieux texte et photos eurent sur moi. Je fus un moment presque paralysée de stupeurs incrédules, car si j'avais souvent pensé que certains faits réels devaient être à la base de tel ou tel thème légendaire qui avait coloré mes rêves, je ne m'attendais pas pour autant à une survivance tangible d'un monde perdu dans un passé au-delà de l'imaginable. Le plus stupéfiant, c'étaient ces photographies, car là, dans leur réalisme froid et irréfutable, se détachaient sur un arrière-plan de sable quelques blocs de pierre usés, ravinés par les eaux, érodés par les tempêtes, dont le sommet légèrement convexe et la base légèrement concave racontaient leur propre histoire. En les examinant à la loupe, je ne distinguais que trop clairement sur la pierre battue et piquetée les traces de ces larges dessins curvilignes et parfois de ces hiéroglyphes qui avaient pris pour moi une signification tellement hideuse. Mais voici la lettre qui parle d'elle-même. Dampier, Pilbara, West Australia, 18 mai 1934. Professeur Peasley, Société américaine de psychologie, New York City, USA. Cher monsieur, une récente conversation avec le docteur Boyle de Perth et vos articles dans des revues qu'il vient de m'envoyer m'incitent à vous parler de ce que j'ai vu dans le grand désert de sable à l'est de notre gisement aurifère. Étant donné les curieuses légendes concernant les vieilles cités que vous décrivez avec leur maçonnerie massive, leurs étranges dessins et leurs hiéroglyphes, il semble que j'ai fait une très étrange découverte. Les indigènes ont toujours été intarissables sur les grosses pierres avec des marques dessus, qui leur inspirent apparemment une peur terrible. Ils les rattachent plus ou moins aux légendes traditionnelles de leur race au sujet de Buddaï, le vieillard gigantesque qui dort sous terre depuis des années, la tête sur le bras, et qui se réveillera un jour pour dévorer le monde. Dans de très vieux récits à demi oubliés, il est question d'énormes cases souterraines, de grosses pierres, où des galeries plongent de plus en plus profondément et où il s'est passé des choses abominables. Les indigènes affirment qu'autrefois des guerriers fuyant le combat sont descendus dans l'une d'elles et n'en sont jamais revenus, mais qu'il s'en éleva des vents effroyables sitôt après leur disparition. Toutefois, il n'y a en général pas grand-chose à retenir de ce que racontent ces gens-là. Ce que j'ai à dire est beaucoup plus sérieux. Il y a 2 ans, quand je prospectais dans le désert, à environ 500 miles vers l'est, je tombais sur une quantité d'étranges blocs de pierre taillés, mesurant à peu près 3 pieds de long sur 2 de large et autant de haut, rongés et criblés à l'extrême. Je ne distinguais d'abord aucune des marques dont je parlais, dont parlaient les indigènes, mais en y regardant de plus près, je reconnus, en dépit de l'érosion, certaines lignes profondément gravées. C'étaient des courbes singulières, telles en effet qu'ils essayaient de les décrire. Il devait bien y avoir 30 ou 40 pierres, parfois presque enfouies dans le sable, et toutes groupées à l'intérieur d'un cercle d'à peu près un quart de mille de diamètre.
Quand j'eus trouvé les premières, j'en cherchai attentivement d'autres aux alentours, et fis, avec mes instruments, un minutieux relevé de leur emplacement. Je pris aussi 10 ou 12 clichés des blocs les plus caractéristiques dont je joins les épreuves. J'envoyai informations et photos au gouvernement de Perth, qui n'y a donné aucune suite. Puis, je rencontrai le docteur Boyle, qui avait lu vos articles dans la revue de la Société américaine de psychologie, et au bout d'un moment, je vins à parler des pierres. Il parut vivement intéressé, se passionna tout à fait quand je lui montrai les clichés, et me dit que les pierres et les marques étaient exactement les mêmes que celles de la maçonnerie dont vous aviez rêvé et que décrivaient les légendes. Il avait l'intention de vous écrire, mais il n'en trouva pas le temps. Il m'envoya, en attendant, la plupart des revues contenant vos articles, et je vis aussitôt, d'après vos dessins et vos descriptions, que mes pierres étaient bien celles dont vous parliez. Vous vous en rendrez compte sur les photos jointes. Vous aurez bientôt des nouvelles directes du docteur Boyle. Je comprends maintenant combien tout cela est important pour vous. Nous nous trouvons assurément devant les vestiges d'une civilisation plus ancienne qu'on ne l'a jamais rêvée, et qui inspira vos légendes. En tant qu'ingénieur des mines, je connais assez bien la géologie, je peux vous dire que ces blocs m'effraient tant ils sont anciens. C'est surtout du grès et du granit, mais l'un est probablement fait d'une curieuse espèce de ciment ou de béton. Ils portent des traces d'une forte érosion, comme si cette partie du monde avait été submergée, puis avait émergé de nouveau après des temps considérables. Tout cela depuis que ces pierres eurent été taillées et utilisées. C'est une affaire de centaines de milliers d'années ou davantage, Dieu sait combien, je préfère ne pas y penser. Étant donné le travail assidu que vous avez déjà fourni pour retrouver les légendes et tout ce qui s'y rapportait, je ne doute pas que vous souhaitiez mener une expédition dans le désert pour y faire des fouilles archéologiques. Le docteur Boyle et moi sommes tous deux prêts à coopérer à cette entreprise si vous ou des organismes que vous connaissez pouvaient fournir des fonds. Je peux réunir une douzaine de mineurs pour des gros travaux de terrassement. Inutile de compter sur les indigènes, car je me suis aperçu que l'endroit leur inspirait une terreur presque pathologique. Ni Boyle ni moi n'en parlons à personne, puisque la priorité vous revient bien évidemment, en fait de découverte ou de réputation. On peut atteindre le site depuis Pilbara en 4 jours environ avec des tracteurs dont nous avons besoin pour notre outillage. Il est un peu au sud-ouest de la piste de Warburton, celle de 1873, et à 100 miles au sud-est de Johan Spring. Nous pourrions acheminer le matériel par le fleuve, au lieu de partir de Pilbara, mais nous en reparlerons plus tard. En gros, les pierres sont à 22 degrés 3 minutes 14 de latitude sud et 125 degrés 039 secondes de longitude est. Le climat est tropical, le désert est éprouvant. Je serais heureux d'avoir de vos nouvelles à ce sujet et désire vivement aider à tout projet que vous pourriez envisager. Depuis la lecture de vos articles, je suis profondément convaincue de l'importance capitale de tout cela. Le docteur Boyle vous écrira plus tard. En cas d'urgence, un câble à Perth peut être transmis par radio. Dans l'espoir bien sincère d'une prompte réponse, je vous prie de croire à mes sentiments les plus dévoués. Robert B. F. Mackenzie. On connaît en grande partie par la presse les suites immédiates de cette lettre. J'ai eu la grande chance d'obtenir le soutien de l'université de Miskatonic, tandis que M. Mackenzie et le Dr Boyle m'apportaient d'une aide inappréciable en préparant le terrain en Australie. Nous évitâmes de trop préciser nos objectifs à l'intention du public, car certains journaux auraient pu traiter le sujet sur le mode sensationnel ou facétieux. En conséquence, les comptes rendus furent limités, mais il y en eut assez pour faire connaître nos recherches sur des ruines australiennes et les diverses démarches préalables. Le professeur William Dyer, directeur des études géologiques, chef de l'expédition antarctique de Miskatonic en 1930 et 1931, Ashley Ferdinand, professeur d'histoire ancienne, Tyler Freeborn, professeur d'anthropologie, m'accompagnaient, ainsi que mon fils, Wingate. Mon correspondant Mackenzie vint à Arkham au début de 1935 pour aider à nos derniers préparatifs. C'était un homme affable, d'une 50aine d'années, d'une compétence remarquable, merveilleusement cultivée, et qui connaissait à fond les conditions de voyage en Australie. Il avait des tracteurs tout prêts à Pilbara, nous avions affrété un cargo de tonnage assez faible pour remonter le fleuve jusque-là. Nous étions équipés pour des fouilles les plus minutieuses et scientifiques afin de passer au crible la moindre particule de sable et de rien déplacer qui parût plus ou moins proche de sa position originale. Embarqués à Boston le 28 mars 1935 sur le poussif Lexington, nous atteignîmes notre but après une traversée nonchalante de l'Atlantique et de la Méditerranée par le canal de Suez, par la mer Rouge, l'océan Indien. Inutile de dire à quel point me démoralisa la côte basse et sablonneuse d'Australie occidentale et combien je détestais la frustre agglomération minière et les sinistres terrains aurifères où l'on chargea les tracteurs.
Le docteur Boyle, qui nous rejoignit, était d'un certain âge, sympathique, intelligent, et ses connaissances en psychologie l'entraînèrent à beaucoup de longues discussions avec mon fils et moi. Le malaise et l'espoir se mêlaient étrangement chez la plupart des 18 membres de l'expédition, quand enfin elle s'engagea avec fracas dans des lieux arides de sable et de roc. Le vendredi 31 mai, nous passâmes à gué un bras du fleuve. Pénétrâmes dans le royaume de la désolation totale. Une réelle terreur grandissait en moi à mesure que nous approchions le site véritable du monde ancien à l'origine des légendes. Terreur stimulée bien sûr par les rêves inquiétants et les pseudo-souvenirs qui m'assaillaient sans avoir rien perdu de leur intensité. Ce fut le lundi 3 juin que nous vîmes le premier des blocs à demi enfouis. Je ne saurais dire avec quelle émotion je touchais vraiment, dans sa réalité objective, un fragment de maçonnerie cyclopéenne en tout point semblable au bloc dans les murs de mes constructions de rêve. Il portait une trace visible de gravure et mes mains tremblaient quand je reconnus une partie du motif décoratif curviligne que des années de cauchemars torturants et de recherches déroutantes avaient rendu diabolique à mes yeux. Un mois de fouilles dégagea au total quelques 1250 blocs à travers divers stades d'usure et de désagrégation. La plupart étaient des mégalithes taillés au faîte et à la base incurvés. Quelques-uns étaient plus petits, plus plats, unis de forme carrée ou octogonale, comme ceux des sols et chaussées dans mes rêves, alors que certains, singulièrement massifs, suggéraient par leurs lignes arrondies et obliques qu'ils avaient pu être une voûte ou arête, vestige d'arc ou chambranle d'une fenêtre ronde. Plus nos fouilles s'approfondissaient et s'étendaient vers le nord et l'est, plus nous découvrions de blocs sans trouver pourtant entre eux aucune trace de construction. Le professeur Dyer était épouvanté de l'inconcevable antiquité des fragments, et Freeborn décelait des symboles qui correspondaient obscurément à telle ou telle légende papoue ou indonésienne remontant à la nuit des temps. L'état des pierres et leur dispersion témoignaient en silence de cycles d'une durée vertigineuse et de convulsions géologiques d'une brutalité cosmique. Nous disposions d'un avion, et mon fils Wingate montait souvent à des altitudes différentes pour scruter le désert de sable et de roc à la recherche de vagues tracées à grande échelle, différences de niveau ou traînées de blocs éparpillés. Ces résultats étaient pratiquement négatifs car s'il pensait un jour avoir détecté quelque indice significatif, il trouvait lors du vol suivant son impression remplacée par une autre, aussi peu fondée à cause des mouvements incessants du sable au gré du vent. Une ou deux de ces suggestions éphémères me laissèrent un sentiment bizarre et pénible. Elles semblaient, si l'on peut dire, se raccorder horriblement avec quelque chose que j'avais rêvé ou lu, mais que je ne pouvais plus me rappeler. Elles présentaient un terrible caractère de familiarité qui me faisait jeter furtivement des regards d'appréhension vers le nord et le nord-est de cette abominable terre stérile. Vers la première semaine de juillet, j'éprouvais un inexplicable jeu d'émotions complexes au sujet de cette région nord-est. C'était de l'horreur, de la curiosité, mais plus encore une illusion tenace et déroutante de souvenirs. J'essayais toutes sortes d'expédients psychologiques pour chasser ces idées de mon esprit, mais sans succès. L'insomnie aussi me gagna, mais j'en fus presque heureux car elle raccourcissait mes rêves. Je pris l'habitude de faire de longues marches solitaires dans le désert, tard la nuit, ordinairement vers le nord ou l'est, où la conjonction de mes nouvelles et singulières impulsions semblait m'attirer, imperceptiblement. Parfois, au cours de ces promenades, il m'arrivait de trébucher sur des fragments à demi enterrés de l'ancienne maçonnerie. Bien qu'il y eût là moins de blocs visibles que sur les lieux de nos travaux, j'étais persuadée qu'il devait y en avoir en profondeur une énorme quantité. Le sol était moins plat que dans notre camp, et par moments, de violentes rafales entassaient le sable en fantastiques tertres précaires, découvrant des traces basses des vieilles pierres, tandis qu'elles en recouvraient d'autres. J'étais étrangement impatient d'étendre les fouilles à ce territoire, tout en redoutant ce qui pouvait être découvert. Manifestement, mon état allait en empirant, d'autant plus que je ne parvenais pas à me l'expliquer. Cette triste situation de mon équilibre nerveux se révèle dans ma réaction à la bizarre découverte que je fis lors d'une de mes sorties nocturnes. C'était le soir du 11 juillet, et la lune inondait les tertres mystérieux d'une pâleur singulière. M'aventurant un peu plus loin que d'habitude, je rencontrai une grande pierre qui paraissait sensiblement différente de celle que j'avais déjà vue.
Elle était presque entièrement recouverte, mais en me penchant, je retirais le sable avec mes mains, puis examinais soigneusement l'objet, en ajoutant au clair de la lune la lumière de ma torche électrique. À la différence des autres rochers de grande dimension, celui-ci était parfaitement équarri, sans surface convexe ni concave. Il semblait aussi fait d'une noire substance basaltique entièrement distincte du granit, du grès, des traces de béton, des fragments maintenant familiers. Soudain, je me relevais, faisant demi-tour, je regagnais le camp au pas de course. C'était une fuite, tout à fait inconsciente et irrationnelle. Je ne compris vraiment pourquoi j'avais couru qu'en arrivant près de ma tente. Alors, tout me revint. L'étrange pierre noire était une chose que j'avais vue dans mes rêves et mes lectures, et qui était liée aux pires horreurs de l'immémoriale tradition légendaire. C'était l'un des blocs de cette antique maçonnerie basaltique qui inspirait une telle terreur à la grande race fabuleuse. Les hautes ruines aveugles laissées par cette engeance étrangère à demi matérielle, menaçante, qui pullulait dans les entrailles de la terre et dont les forces invisibles pareilles au vent étaient tenues en respect derrière les trappes scellées et les sentinelles vigilantes. Je ne dormis pas de la nuit, mais à l'aube, je compris combien j'avais été stupide de me laisser bouleverser par l'ombre d'un mythe. Au lieu de m'effrayer, j'aurais dû éprouver l'enthousiasme de la découverte. Dans la matinée, je fis part aux autres de ma trouvaille et nous nous mîmes en route. D'ailleurs, Freeborn, Boyle, mon fils et moi pour aller inspecter le bloc anormal, mais ce fut un échec. Je n'avais pas d'idée claire de l'emplacement de la pierre et un coup de vent récent avait complètement transformé les tertres de sable mouvant. Chapitre 6. J'aborde à présent la partie cruciale et la plus difficile de mon récit. D'autant plus difficile que je ne peux être tout à fait certain de sa réalité. J'ai parfois l'inquiétante certitude qu'il ne s'agissait ni de rêve ni d'illusion, et c'est ce sentiment, étant donné les formidables implications qu'entraînerait la vérité objective de mon expérience, qui me pousse à rédiger ce document. Mon fils, psychologue compétent, qui a de tout mon problème la connaissance la plus approfondie et compréhensive, sera le meilleur juge de ce que j'ai à dire. Je rappellerai d'abord l'affaire dans ses grandes lignes, celle que connaît chacun de ceux qui y se trouvaient au camp. La nuit du 17 au 18 juillet, après une journée de vent, je ne me retirai de bonne heure mais ne pus trouver le sommeil. Levé peu avant 11 heures, avec ce sentiment bizarre que m'inspirait le terrain du nord-est, j'entrepris une de mes habituelles marches nocturnes. Après avoir salué un mineur australien, nommé Tupper, la seule personne que je rencontrai en sortant. La lune, un peu sur son déclin, brillait dans le ciel clair, baignant ses sables antiques d'un rayonnement blême et lépreux qui me semblait, on ne sait pourquoi, infiniment maléfique. Le vent était tombé pour ne revenir que presque 5 heures plus tard, comme en témoignèrent amplement Tupper et quelques autres qui me virent franchir rapidement les pâles tertres indéchiffrables dans la direction du nord-est. Vers 3h30 du matin, un vent violent réveilla tout le camp et abattit 3 tentes. Le ciel était sans nuages et le désert resplendissait toujours sous la clarté lépreuse de la lune. En réparant les tentes, on s'aperçut de mon absence, mais étant donné mes précédentes sorties, personne ne s'inquiéta. Et pourtant, 3 hommes, tous australiens, crurent flairer dans l'air quelque chose de sinistre. Mackenzie expliqua au professeur Freeborn que c'était une crainte héritée du folklore indigène, les gens du pays ayant fait un curieux amalgame de mythes maléfiques autour des vents violents qui, à de longs intervalles, balayaient les sables sous un ciel serein. Ces vents, murmure-t-on, naissent des grandes cases de pierre souterraines où se sont passées des choses horribles, et ne soufflent jamais que près des lieux où l'on trouve éparses les grosses pierres gravées. À 4 heures, l'ouragan s'apaisa aussi brusquement qu'il avait commencé, laissant des collines de sable de formes nouvelles et insolites. Juste après 5 heures, alors que la lune bouffie et fongoïde disparaissait à l'ouest, je rentrais, chancelant, au camp, nu-tête, en loques, le visage égratigné et sanglant, sans ma torche électrique. La plupart des hommes s'étaient recouchés, mais le professeur Dyer fumait une pipe devant la tente. Me voyant hors d'haleine et presque frénétique, il appela le docteur Boyle et tous deux me menèrent à ma couchette et m'y installèrent confortablement. Mon fils, alerté par le bruit, les rejoignit bientôt et ils voulurent m'obliger à rester tranquille et tâcher de dormir.
Mais il n'était pas question de dormir. Pour moi, j'étais dans un état psychologique extraordinaire, différent de tout ce que j'avais subi jusque-là. Au bout d'un certain temps, j'insistais pour leur expliquer nerveusement, minutieusement mon état. Je leur dis que, me sentant lasse, je m'étais couchée sur le sable pour faire un somme. Les rêves avaient été plus effroyables encore que d'habitude, et quand un brutal ouragan m'avait réveillée, mes nerfs à bout avaient cédé. J'avais fui, fou de terreur, tombant fréquemment sur les pierres à demi enfouies, ce qui expliquait mon aspect locteux et débraillé. J'avais dû dormir longtemps, d'où la durée de mon absence. De tout ce que j'avais vu et ressenti d'étrange, je ne dis absolument rien, et ce fut au prix d'un extrême effort sur moi-même, mais je prétendis avoir changé d'avis quant à l'objectif général de l'expédition, et préconisais la suspension de toutes les fouilles vers le nord-est. Mes arguments furent manifestement peu convaincants car j'évoquais une pénurie de blocs, le souci de ne pas heurter les mineurs superstitieux, une réduction possible du financement par l'université et d'autres raisons mensongères et hors de propos. Naturellement, personne ne tint le moindre compte de mes souhaits, pas même mon fils qui s'inquiétait visiblement pour ma santé. Le lendemain, je me levai, fis le tour du camp, mais sans prendre aucune part aux fouilles. Voyant que je ne pouvais arrêter le travail, je décidai de rentrer le plus tôt possible chez moi pour ménager mes nerfs et fis promettre à mon fils de me conduire en avion jusqu'à Perth, à 1000 miles au sud-ouest, dès qu'il aurait examiné la zone que je voulais voir respectée. Si, me disais-je, ce que j'avais vu était encore visible, je pourrais tenter une mise en garde explicite, fût-ce au risque du ridicule. Il n'était pas impossible que les mineurs, connaissant le folklore local, soutiennent mon point de vue. Pour me faire plaisir, mon fils survola les lieux l'après-midi même, explorant toute l'étendue que j'avais pu parcourir à pied. Rien de ce que j'avais pu découvrir n'était décelable. Comme dans le cas de l'insolite bloc de basalte, le sable mouvant avait balayé toute trace. Je regrettais presque un instant d'avoir perdu, dans ma terreur panique, un certain objet redoutable, mais je sais aujourd'hui que ce fut une chance. Je peux tenir encore toute mon aventure pour une illusion, surtout si, comme je l'espère sincèrement, on ne retrouve jamais cet infernal abîme. Wingate me conduisit à Perth le 20 juillet, tout en refusant d'abandonner l'expédition et de rentrer à la maison. Il resta avec moi jusqu'au 25, date à laquelle le vapeur partait pour Liverpool. À présent, dans ma cabine, à bord de l'Empress, j'ai repensé longuement, fiévreusement, toute l'affaire, décidé que mon fils au moins doit être informé. Il lui appartiendrait de la faire connaître, ou non, plus largement. Pour parer à toute éventualité, j'ai rédigé ce résumé de mes antécédents que d'autres connaissent déjà par fragments et je raconterai maintenant aussi brièvement que possible ce qui semble être arrivé pendant mon absence du camp cette horrible nuit. Les nerfs à vif, fouettés d'une ardeur perverse par cette impulsion inexplicable, mnémonique, mêlée de crainte, qui me poussait vers le nord-est, je cheminais sous la lune ardente et maléfique. Je rencontrais, ici et là, à demi ensevelis dans le sable, ces blocs cyclopéens primitifs, venant d'éternités inconnues et oubliées. L'âge incalculable et l'horreur pesante de ce monstrueux désert commençaient à m'oppresser plus que jamais. Je ne pouvais m'empêcher de penser à mes rêves affolants, aux légendes effroyables qui les inspiraient, et aux peurs actuelles des indigènes et des mineurs à propos de ces terres désolées et de leurs pierres gravées. Pourtant, je cheminais toujours, comme vers quelque rendez-vous fantastique, harcelé de plus en plus par les chimères déconcertantes, les compulsions, les pseudo-souvenirs. Je songeais à certains des profils possibles des rangées de pierres, tels que mon fils les avait vus en vol. Je m'étonnais qu'elles puissent paraître à la fois si redoutables et si familières. Quelque chose tâtonnait et cognait autour du loquet de ma mémoire, tandis qu'une autre force inconnue cherchait à maintenir le portail fermé. Il n'y avait pas de vent cette nuit-là, et le sable blafard était marqué d'ondulations comme les vagues d'une mer figée. Je n'avais pas de but, mais ma progression laborieuse avait en quelque sorte l'assurance de la fatalité. Mes rêves envahissaient le monde éveillé, de sorte que chaque mégalithe ensablé semblait faire partie des salles et des couloirs sans fin de maçonnerie préhumaine, gravés et hiéroglyphés de symboles que je connaissais trop bien pour les avoir pratiqués pendant des années en tant qu'esprit captif de la grande race. Parfois je croyais voir ces horreurs coniques, omniscientes, vaquer à leurs occupations habituelles, et je n'osais pas me regarder, de peur de me découvrir à leur image. Mais pendant tout ce temps, je voyais à la fois des blocs couverts de sable, des salles, des couloirs, la lune ardente et maléfique aussi bien que les lampes de cristal lumineux, le désert à perte de vue et les fougères qui se balançaient à hauteur de fenêtres. J'étais éveillée et je rêvais en même temps. J'ignore combien de temps et jusqu'où j'ai marché. Ou à vrai dire, dans quelle direction.
Lorsque j'aperçus l'amas de blocs mis à nu par le vent du jour précédent, c'était l'ensemble le plus important que j'ai vu jusqu'alors. Il me frappa si vivement que les visions d'époques fabuleuses s'évanouirent immédiatement. Il n'y avait plus de nouveau que le désert, la lune maléfique et les débris d'un passé indéchiffré. Je m'approchai, fis halte et braqua sur le tas effondré l'éclat supplémentaire de ma torche électrique. Une petite colline de sable avait été balayée par le vent, révélant une masse basse, vaguement ronde, de mégalithes et de fragments plus petits, d'environ 40 pieds de diamètre et de 2 à 8 pieds de haut. Je saisis au premier coup d'œil l'intérêt sans précédent de ces pierres. Non seulement leur nombre même était sans équivalent, mais quelque chose dans les traces de dessin usées par le sable retint mon attention quand je les examinais sous les rayons conjugués de la lune et de ma torche. Aucun pourtant ne différait essentiellement des spécimens que nous avions déjà découverts. C'était plus subtil que cela. Je n'avais pas cette impression en considérant un bloc isolé, mais quand mon regard en parcourait plusieurs presque simultanément. Enfin, la vérité m'apparut. Les motifs curvilignes gravés sur beaucoup de ces blocs avaient entre eux un lien étroit. Ils faisaient partie d'une vaste conception décorative. Pour la première fois, dans ce désert bouleversé depuis des éternités, j'avais rencontré une masse de maçonnerie sur son site originel. Écroulée et fragmentaire, il est vrai, mais n'existant pas moins, avec une signification très précise. Montant d'abord sur une partie basse, je gravis péniblement l'amas, déblayant par endroits le sable avec mes doigts, m'efforçant sans cesse d'interpréter les dessins dans leur diversité de taille, de forme, de style et de rapport. Bientôt, je devinais vaguement la nature de l'édifice d'autrefois et les dessins qui se déployaient alors sur les immenses surfaces de construction primitives. L'identité parfaite de tout cela, avec certaines de mes rapides visions, me jeta dans l'épouvante et la consternation. Cela avait été un couloir cyclopéen de 30 pieds de large sur 30 pieds de haut, pavé de dalles octogonales couvertes d'une voûte massive. Les salles devaient s'ouvrir sur la droite et à l'autre extrémité, l'un de ces étranges plans inclinés devait descendre en tournant jusqu'aux plus grandes profondeurs. Je sursautai violemment quand ces idées me vinrent à l'esprit car elles dépassaient de loin ce que les blocs eux-mêmes avaient pu m'apprendre. Comment pouvais-je savoir que ce couloir avait été profondément sous terre? Comment pouvais-je savoir que le plan incliné qui remontait vers la surface aurait dû se trouver derrière moi? Comment pouvais-je savoir que le long du passage souterrain menant à la place des colonnes aurait dû être sur la gauche, un étage au-dessus de moi? Comment pouvais-je savoir que la chambre des machines et le tunnel conduisant directement aux archives centrales devaient se situer 2 étages en dessous? Comment pouvais-je savoir qu'il y avait une de ces horribles trappes scellées de bandes métalliques tout au fond, 4 étages plus bas? Affolé par cette intrusion de l'univers onirique, je me retrouvais tremblant et baigné d'une sueur glacée. Alors, ultime et insupportable contact, je sentis ce léger courant d'air froid qui montait insidieusement d'une dépression près du centre de l'énorme amas. Sur le champ, comme une fois déjà, mes visions s'évanouirent et je ne revis que le clair de lune maléfique, le désert couvant ses menaces et le tumulus imposant de maçonnerie paléogène. J'étais maintenant en présence d'un fait réel, tangible, gros des suggestions sans fin d'un mystère obscur comme la nuit. Car ce filet d'air ne pouvait qu'indiquer une chose, un immense gouffre dissimulé sous des blocs en désordre de surface. Je songeais d'abord aux sinistres légendes indigènes de vastes cases souterraines parmi les mégalithes où arrivent les horreurs et naissent les ouragans. Puis revinrent mes propres rêves et d'incertains pseudo-souvenirs vinrent se disputer mon esprit. Quelle sorte de lieu s'ouvrait au-dessous de moi? Quelle inconcevable source primitive de mythes immémoriaux et de cauchemars obsédants étais-je sur le point de découvrir? J'hésitais qu'un instant car cela m'entraînait le plus fort de ma ce qui m'entraînait était plus fort que la curiosité ou le zèle scientifique et luttait victorieusement contre ma peur grandissante. J'avais l'impression de me mouvoir presque comme un automate sous l'influence d'une fatalité irrésistible. Ma torche électrique en poche et avec une vigueur dont je ne me serais pas cru capable, j'écartai d'abord un gigantesque morceau de pierre, puis un autre, jusqu'à ce que monte un puissant courant d'air dont l'humidité contrastait étrangement avec la sécheresse du désert. Une noire crevasse commença à béer et enfin, quand j'eus repoussé tous les fragments susceptibles de bouger, le clair de lune lépreux révéla une brèche assez large pour me livrer passage. Je sortis ma torche et projetai dans l'ouverture le faisceau lumineux.
Au-dessous de moi, un chaos de maçonnerie effondrée descendait brusquement en direction du nord, selon un angle d'environ 45 degrés, à la suite manifestement d'un écroulement au niveau supérieur. Entre sa surface et le sol s'étendait un abîme de ténèbres impénétrables qui laissait deviner tout en haut la présence d'une colossale voûte surhaussée. À cet endroit, semblait-il, les sables du désert reposaient directement sur un étage de quelque titanesque construction des premiers âges de la Terre. Préservée à travers le temps des convulsions géologiques, je ne savais comment et n'en ai toujours rien deviné. Après coup, la simple idée de descendre brusquement, seul, dans un gouffre si suspect, à un moment où nul ne sait où vous êtes, paraît de la pure démence. Peut-être en était-ce. Cette nuit-là, pourtant, je l'entrepris sans hésiter. Encore une fois se manifestait cet attrait de cet empire sur moi, de la fatalité qui avait toujours semblé diriger mes pas. M'aidant de ma torche par intermittence pour ménager les piles, je commençais une folle et difficile progression le long de la sinistre pente cyclopéenne au-dessous de l'ouverture, tantôt en regardant devant moi, quand je trouvais de bonnes prises pour la main et le pied, tantôt à reculons face aux mégalithes entassés où je m'accrochais en tâtonnant dans un équilibre précaire. À droite et à gauche apparaissaient vaguement au loin, sous les rayons de ma torche, des murs en ruine de maçonnerie gravée. Mais en avant, ce n'était que les ténèbres. Je perdis toute notion du temps pendant cette hasardeuse descente. Dans mon esprit bouillonnaient les images et les suggestions si troublantes que toute réalité objective semblait renvoyer à d'incalculables distances. La sensation physique était abolie, et la peur même n'était plus que la vaine apparition d'une gargouille au regard torve qui ne pouvait rien sur moi. J'atteignis enfin un sol plat, jonché de blocs écroulés, de fragments de pierres informes, de sable, de débris de toutes sortes. De chaque côté, à peut-être 30 pieds l'un de l'autre, s'élevaient des murs massifs couronnés de puissantes arêtes. J'y devinais des gravures, mais dont la nature échappait à ma perception. Ce qui me retint surtout, ce fut la voûte. Les rayons de ma torche n'en pouvaient atteindre le faîte, mais la partie inférieure des arcs monstrueux se détachait nettement. Si parfaite était leur identité avec ce que j'avais vu du monde ancien dans d'innombrables rêves, que pour la première fois, je tremblais pour de bon. Très haut derrière moi, une lueur indistincte rappelait le monde extérieur, au loin, sous la lune. Un vague reste de prudence m'avertit de ne pas perdre de vue, sinon je n'aurais pas de guide pour mon retour. Je m'approchai alors du mur de gauche où les traces de gravure étaient les plus distinctes. Le sol, couvert de débris, fut presque aussi difficile à traverser que le monceau de pierre qu'il avait été à descendre, mais je réussis à m'y frayer un chemin. À un endroit où j'écartais quelques blocs et repoussais du pied les débris pour voir le dallage, je frissonnais en reconnaissant, familière, fatidique, les grandes dalles octogonales dont la surface gauchie gardait encore à peu près sa cohésion. Arrivé à proximité du mur, je déplaçai lentement et minutieusement le faisceau de la lampe sur les vestiges usés de gravure. Apparemment, la montée des eaux avait autrefois érodé la surface du grès, mais il portait de curieuses incrustations, dont je ne m'expliquais pas l'origine. La maçonnerie était par endroits très branlante et déjetée, et je me demandais combien d'éternités encore cet édifice enfoui des premiers âges garderait ses restes de structure malgré les secousses telluriques. Mais c'étaient surtout des sculptures qui me passionnaient. En dépit de leur dégradation, elles étaient relativement aisées à repérer de près, et je fus stupéfait de les retrouver si présentes et familières dans le moindre détail. Que les traits essentiels de cette vénérable architecture me soient bien connus n'était certes pas invraisemblable. Ayant profondément impressionné ceux qui tissèrent certains mythes, ils s'étaient incorporés à un courant de tradition occulte qui, venu à ma connaissance d'une manière ou d'une autre pendant mon amnésie, suscita dans mon subconscient des images frappantes. Mais comment expliquer la coïncidence exacte et minutieuse de chaque trait, de chaque spirale, de ces étranges dessins avec ce que j'avais rêvé depuis plus de 20 ans ? Quelle obscure iconographie tombée dans l'oubli aurait pu reproduire la subtilité de chacune de ces ombres et nuances qui revenaient avec tant d'obstination, de précision, de constance harceler mes rêves nuit après nuit, car il ne s'agissait pas d'une ressemblance lointaine ou fortuite. La galerie millénaire enfouie au long des âges où je me tenais à présent était tout à fait et sans aucun doute l'original de ce que j'avais connu dans mon sommeil aussi familièrement que ma propre maison de Crane Street à Arkham. À la vérité,
Mes rêves me montraient des lieux dans leur intacte perfection, mais l'identité n'en était pas moins réelle. Je m'orientais sans hésiter, c'était effrayant. Je connaissais ce bâtiment-là, et aussi sa place dans cette terrible vieille cité du rêve. J'aurais pu me rendre sans me tromper à n'importe quel point de ce bâtiment ou de cette ville qui avait échappé aux changements et aux dévastations de siècles sans nombre. Je me rendis compte avec une conviction instinctive et terrible, mais Dieu sait ce que tout cela signifiait. Comment en étais-je venu à apprendre ce que je savais, et quelles abominables réalités avaient pu inspirer les histoires antiques des êtres qui habitaient ce labyrinthe de pierre originelle? Les mots ne sauraient rendre que bien peu du désordre de terreur et de confusion qui tourmentait mon esprit. Je connaissais cet endroit. Je savais ce qu'il y avait au-dessous de moi, et ce qui s'étendait au-dessus de ma tête avant que les innombrables étages supérieurs ne se soient effondrés en poussière de sable, en désert. Inutile maintenant, me dis-je avec un frisson, d'avoir l'œil sur cette lueur indistincte au clair de lune. J'étais partagée entre le désir de fuir et un mélange fébrile de curiosité ardente et d'une impérieuse fatalité. Qu'était-il arrivé à la monstrueuse mégalopole d'autrefois, pendant ces millions d'années depuis l'époque de mes rêves? Des labyrinthes souterrains qui sous-tendaient la ville et reliaient entre elles les tours titanesques. Que subsistait-il après les convulsions de l'écorce terrestre? Étais-je tombé sur tout un monde enfoui d'archaïsmes impies? Retrouverais-je la maison du maître d'écriture, la tour où Ska, l'esprit captif issu des plantes carnivores d'Antarctique à la tête en étoile, avait gravé au ciseau certaines images sur les espaces vides des parois? Au second sous-sol, le passage qui menait à la salle commune des esprits étrangers était-il encore libre et praticable? Dans cette salle, l'esprit captif d'une entité inimaginable, un habitant semi-plastique du centre creux d'une planète transplutonienne inconnue, qui existerait dans 18 millions d'années, conservait certains objets qu'il avait modelés dans l'argile? Je fermais les yeux, posais ma main sur mon front dans un vain et pitoyable effort pour chasser de ma conscience les fragments de rêves démentiels. Alors, pour la première fois, je perçus nettement le mouvement de l'air froid et humide autour de moi. Je compris en frissonnant qu'une formidable succession de noirs abîmes, endormis depuis des éternités, devait en effet s'ouvrir, béant quelque part au-delà et en dessous de moi. Je songeais aux salles, aux galeries, aux plans inclinés, terrifiants que je me rappelais dans mes rêves. L'accès aux archives centrales était-il encore possible? L'irrésistible fatalité sollicitait de nouveau mon esprit avec insistance, tandis que je me remémorais les documents impressionnants, rangés autrefois dans des coffres rectangulaires de métal inoxydable. À en croire les rêves et les légendes, c'est là que reposait toute l'histoire, passé, futur, du continuum espace-temps, rédigé par les esprits captifs de toutes les planètes, de toutes les époques du système solaire. Pure folie sans doute, mais n'étais-je pas à présent tombé dans un monde nocturne aussi fou que moi? Je songeais aux casiers de métal fermés à clé, aux singulières manipulations de boutons requises pour ouvrir chacun d'eux. Le mien me revint à l'esprit de façon frappante. Que de fois, grâce à ces combinaisons compliquées de rotation et de pression, je parcourus au niveau le plus bas la section des vertébrés terrestres. Chaque détail m'était à présent familier. S'il existait une cave voûtée comme je l'avais rêvé, je saurais l'ouvrir en un instant. Dès lors, je fus en proie à une démence totale. Une seconde plus tard, je me ruais, sautant et trébuchant sur des débris de pierre, vers le plan incliné si connu qui s'enfonçait dans les profondeurs. Et voilà!